La rivière Lumina, autrefois un symbole de stabilité pour les trois provinces d'Oralis, s'est effondrée en une nuit. En quelques heures, son débit a chuté de 87%, laissant un paysage dévasté de roches sèches sur 240 km. Une disparition aussi rapide soulève de nombreuses questions. Qu'est-ce qui peut provoquer un tel événement sans aucun signe avant-coureur? Et pourquoi les capteurs hydrologiques n'ont-ils pas détecté ce cataclysme imminent? L'énigme de la disparition de la rivière Lumina pourrait bien changer à jamais la perception de la stabilité de l'approvisionnement en eau de la région. Ibrahim Traoré a insisté sur la nécessité d'une réponse rapide, mais comment réagir face à une crise aussi soudaine? La disparition de la rivière Lumina n'est pas simplement un événement local, mais un signe avant-coureur d'une crise bien plus vaste qui secoue l'ensemble du système hydrologique de la région. Ibrahim Traoré, expert en gestion des ressources naturelles, affirme que comprendre ce qui a causé cette perte rapide pourrait éviter des catastrophes similaires dans d'autres régions du Sahel. Les enjeux sont clairs. Sans une réponse adéquate, toute la région pourrait voir ses réseaux d'approvisionnement en eau se déstabiliser, affectant non seulement les vies des habitants, mais aussi la stabilité économique de la région. La question cruciale est donc comment réagir face à un phénomène naturel qui échappe à toute prévision. La solution ne réside pas seulement dans les infrastructures, mais dans une approche plus large, tenant compte des aspects géologiques et sociaux. Ibrahim Traoré a déjà mis en place un plan d'action, mais sa mise en œuvre dépend de la compréhension précise des mécanismes sous-jacents de la crise. La disparition de la rivière Lumina semble être un simple accident, mais les données préliminaires révèlent quelque chose de bien plus complexe. 6 heures avant l'effondrement du débit, un pic anormal d'absorption souterraine a été détecté à une profondeur de 3140 mètres. Ce signal n'a été enregistré que par une seule station géologique, laissant croire que le phénomène s'est concentré sur un point précis du sous-sol. Mais comment un phénomène local peut-il affecter une rivière sur 240 km? Selon les premiers rapports, le système hydrologique de la région est composé de nappes phréatiques interconnectées, de barrages modulaires et de capteurs autonomes. Ce système sophistiqué devait théoriquement prévenir de tels événements. Pourtant, rien ne semblait indiquer que la Lumina était en danger. Une étude historique a révélé que des anomalies similaires, bien que mineures, avaient été observées au fil des années, mais elles avaient été négligées, considérées comme des erreurs de calibration. Aujourd'hui, ces anomalies semblent former un schéma cohérent, comme des indices laissés par un phénomène inexpliqué. Cette découverte oblige les chercheurs à réévaluer toute la structure géologique sous-jacente de la région. Ibrahim Traoré a suggéré que ce phénomène pourrait être lié à un réseau de cavités souterraines non cartographiées, ce qui aurait permis à une quantité d'eau massive de disparaître sous terre. En outre, il est frappant que les capteurs n'aient détecté aucune variation météorologique ou tectonique, ce qui complique encore la compréhension du phénomène. Au cœur de cette enquête se trouve Liora Nems, une ingénieure hydrogéologue spécialisée dans la dynamique des nappes phréatiques. Depuis des années, elle suivait les fluctuations du bassin de la Lumina, notant des irrégularités mineures, mais aucun rapport n'avait été jugé suffisamment important pour être pris en compte. Dès l'effondrement, elle a été envoyée sur le terrain pour évaluer la situation. Dans la vallée de Réthane, une des trois zones alimentées par la rivière, elle constate que les réservoirs secondaires, qui devraient compenser toute perte de débit, sont restés désespérément vides. Malgré les attentes, l'eau ne s'est pas rétablie dans les canalisations. Ce constat marque un tournant dans l'enquête. Il ne s'agit pas seulement d'une perte d'eau, il y en a- mais d'une déstabilisation totale du système hydrologique. Alors que l'équipe technique cherchait à comprendre l'origine du phénomène, Liora Nems s'est rendue dans le village d'Unrel pour examiner d'autres conséquences du phénomène. Là, une pompe autonome, récemment rénovée, a cessé de fonctionner malgré une pression théoriquement suffisante. Ce type d'instabilité n'avait jamais été recensé dans la région. Liora comprend alors que ce n'est pas un simple dysfonctionnement, mais une réaction en chaîne où chaque élément du système semble avoir été affecté. La rivière Lumina ne s'est pas simplement arrêtée. Un processus invisible qui affecte tout le réseau semble avoir été déclenché. La station hydrométrique de l'Étard a enregistré une chute soudaine du niveau de la rivière Lumina. Le débit est passé de 4800 mètres cubes par seconde à moins de 900 en l'espace de 4 minutes, un phénomène que personne n'avait anticipé. Les techniciens ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur isolée.
Mais après recalibrage, la même anomalie est apparue dans une station située à 42 km en aval. En l'espace de quelques minutes, la rivière a cessé de s'écouler normalement. Les capteurs n'ont enregistré ni crue, ni effondrement de berge, ni obstruction quelconque. Le phénomène se propage rapidement. Et, à 03 h 21, la rivière Lumina cesse d'écouler sur sa bande centrale. À 04 h 00, la situation devient irréversible. Le réseau de nappes phréatiques profondes perd simultanément sa pression. Les galeries secondaires, habituellement remplies, se vident par à-coups, entraînant une saturation du système de régulation. Les capteurs commencent à s'affoler. Les cartes thermiques montrent des zones refroidies, signe d'un déplacement massif d'eau sous terre. Ce n'est plus un problème de gestion de l'eau, mais une défaillance systémique. À 0,6 AR12, les premières conséquences apparaissent à la surface. Les réservoirs ne reçoivent plus d'eau, les canaux d'irrigation se contractent et les pompes de stabilisation ne fonctionnent plus correctement. La pression dans les conduites diminue et des quartiers indiens commencent à manquer d'eau. Le système hydrologique ne répond plus à la demande et la crise se propage à une vitesse alarmante. À 10 h 47, un autre événement marquant se produit. Trois capteurs souterrains enregistrent une onde de pression négative identique dans des zones éloignées. Les chercheurs concluent que l'eau est aspirée vers un point central invisible. La question qui reste en suspens est: comment un tel phénomène, sans précédent, a-t-il pu se produire sans laisser de traces géophysiques visibles? Après la disparition de la Lumina, révèlent des chiffres qui définissent toute explication traditionnelle. Avant la chute, le débit moyen de la rivière était de 4,750 m3 par seconde, une valeur stable depuis près de 9 ans. Cependant, le lendemain de l'effondrement, ce chiffre tombe à 620 m3 par seconde, une réduction brutale et inexplicable par des causes climatiques ou météorologiques. Et de Un deuxième indicateur, tout aussi révélateur, provient du réseau des nappes profondes. Avant la crise, la pression interne des galeries profondes était de 138 bars, un niveau normal pour ce type de bassin. Mais après l'effondrement, cette pression chute à 101 bars, une diminution rapide et simultanée qui a frappé plusieurs galeries. Ce changement indique un mouvement d'absorption massif dans le sous-sol, suggérant que la rivière n'a pas seulement cessé de couler, mais a été aspirée dans un espace souterrain inconnu. Enfin, un troisième chiffre particulièrement inquiétant concerne les pertes latérales dans les conduites périphériques. Selon les capteurs de dérivation, le bassin perd environ 12% de son volume chaque heure, un pourcentage anormalement élevé. Cette fuite rapide indique que la rivière se dirige vers un point d'attraction unique, encore invisible, augmentant ainsi les incertitudes autour de la crise. Ces données montrent clairement que la situation ne relève pas d'un simple incident technique, mais d'un phénomène géologique ou hydrologique complexe qui échappe aux modèles actuels. Deux hypothèses s'affrontent pour expliquer l'effondrement. La première, défendue par certains géologues, suggère un phénomène géologique rare. Une cavité souterraine inconnue aurait attiré l'eau de la rivière, l'absorbant l'élévatement en silence. Cette théorie repose sur l'idée que des formations géologiques profondes et complexes, encore mal cartographiées dans la région, pourraient se réactiver de manière inattendue, provoquant une fuite massive d'eau sans signe précurseur. Les partisans de cette hypothèse soulignent que des anomalies géosimilaires ont été observées dans d'autres régions du Sahel, où des cavités souterraines ont été découvertes après des événements similaires. Selon cette vision, la disparition de la rivière n'est pas due à une défaillance de l'infrastructure, mais à un phénomène naturel caché dans le sous-sol d'Oralis. Défendu par des ingénieurs et des hydrologues, soutient que la défaillance vient d'une combinaison de facteurs techniques. Le système de barrage modulaire, bien que sophistiqué, pourrait avoir été affaibli par des années d'usure et de négligence. Une petite fuite, ignorée au départ, aurait pu provoquer un effet domino, déstabilisant le réseau tout entier. Selon cette théorie, la chute soudaine de la pression dans les nappes phréatiques n'est pas un signe d'un phénomène géologique rare, mais plutôt un indicateur d'une défaillance progressive du système hydrologique. Les ingénieurs avancent que cette défaillance pourrait avoir été aggravée par des facteurs climatiques imprévus, comme une sécheresse prolongée, qui ont fragilisé le réseau sans qu'aucune alerte ne soit donnée. Mais chacune présente ses limites. La première laisse ouverte la question de la prévisibilité des phénomènes géologiques, tandis que la seconde soulève des préoccupations sur la maintenance des infrastructures vieillissantes. Une synthèse des deux approches pourrait être la clé
pour comprendre la véritable cause de l'effondrement de la rivière Lumina. Mais, pour l'instant, aucune hypothèse ne peut être écartée et l'enquête continue de chercher des réponses. L'une des révélations majeures de cette crise est le constat d'une trajectoire invisible de l'eau, un flux souterrain qui a échappé à toute détection pendant des années. À l'origine, l'hypothèse la plus probable était une rupture classique du système d'approvisionnement en temps en eau, mais les récentes découvertes ont bouleversé cette analyse. Après avoir examiné les données géologiques et hydrologiques, Liora Nems a identifié un point central, une zone dans les montagnes d'Erad qui semble jouer un rôle clé dans ce phénomène. Ce point a été initialement ignoré, mais maintenant, les données convergent toutes vers cette région. Une série de mesures de pression, enregistrées avec une précision extrême, montrent que l'eau ne disparaît pas simplement dans le sous-sol. Elle semble être attirée vers un point précis, encore non cartographié, qui pourrait être responsable de l'aspiration soudaine de la rivière Lumina. Ce phénomène a provoqué un changement de perspective majeur. La rivière Lumina pourrait ne pas être disparue, mais plutôt déplacée. L'énigme est maintenant plus complexe que jamais, et la recherche de réponses se poursuit avec une urgence renouvelée. La disparition de la rivière Lumina a déclenché une série de répercussions profondes qui touchent tous les aspects de la vie à Oralis. Dans les zones urbaines, la pression de l'eau a chuté de manière dramatique, avec des réservoirs secondaires qui ne remplissent en fait plus leur rôle tampon. Les habitants des quartiers les plus touchés se battent pour accéder à l'eau potable, alors que les autorités locales tentent de rationner les réserves disponibles. Cette situation a un impact direct sur la vie quotidienne. Les écoles ferment plus tôt, les centres de santé réduisent leurs activités et les commerces sont contraints de limiter leur fonctionnement. Le secteur agricole, premier consommateur d'eau, est particulièrement touché. Les rendements des cultures irriguées ont chuté de manière significative, avec des pertes estimées entre 18 et 27% des récoltes prévisionnelles. Certains agriculteurs tentent de s'adapter en créant des canaux de dérivation improvisés, mais ces efforts restent insuffisants pour compenser la perte d'eau. En parallèle, l'industrie légère, qui dépend des systèmes de refroidissement alimentés par l'eau, a dû ajuster ses horaires de production, réduisant les heures de travail pour préserver les réserves. La situation est encore plus grave. Les puits communautaires, autrefois alimentés par les nappes phréatiques, ne fournissent plus d'eau stable. Les habitants se voient contraints de parcourir de longues distances pour trouver des sources alternatives, augmentant ainsi leur vulnérabilité face à cette crise. Les réservoirs, bien que présents, ne parviennent pas à compenser la perte d'eau et de nombreuses familles doivent faire face à une pénurie croissante. Les infrastructures hydrauliques d'Oralis sont également sous pression. Les ingénieurs surveillent les canalisations et les stations de pompage qui fonctionnent désormais à une capacité réduite. Des fuites d'air apparaissent dans les conduites, un signe inquiétant d'instabilité du réseau. Cette crise a mis en évidence des failles dans le système de gestion de l'eau qui n'avaient pas été anticipées. Les équipes techniques travaillent sans relâche pour éviter un effondrement total du réseau, mais les défis sont énormes. À mesure que l'eau continue de disparaître dans le sous-sol, les autorités se trouvent dans une course contre la montre pour stabiliser la situation. Cette crise a des répercussions économiques majeures. Le secteur logistique, en particulier le transport fluvial, est fortement perturbé. Les ports continentaux voient de leurs activités ralentir et les chaînes d'approvisionnement se trouvent dans une impasse. Des efforts sont faits pour rediriger les trajets d'eau vers d'autres régions, mais ces solutions sont temporaires. La pression sur les ressources naturelles d'Oralis devient plus évidente chaque jour et les citoyens commencent à remettre en question la gestion à long terme de l'eau dans la région. Cette crise pourrait bien redéfinir la façon dont les régions comme Oralis abordent leur stratégie de gestion des ressources et de résilience face aux catastrophes naturelles. Oralis se trouve à un carrefour critique. Trois scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications profondes pour la gestion de la crise et la reconstruction du système hydraulique. Le premier scénario, considéré comme le plus probable si aucune dégradation supplémentaire n'a lieu, prévoit que la disparition de la rivière Lumina ne soit pas immédiatement réversible. Le gradient souterrain, bien que stabilisé, continuerait à exercer une pression sur les nappes phréatiques. Les réservoirs d'eau restants seraient insuffisants pour soutenir les besoins agricoles et domestiques à long terme, mais une gestion prudente et une réduction de la consommation pourraient permettre à Oralis de continuer à fonctionner. Ce scénario
permettrait de maintenir un équilibre fragile, mais avec des restrictions sévères sur la consommation d'eau dans les zones urbaines et rurales. Les réservoirs d'eau seraient en situation de maintien, mais aucun retour immédiat à la normale n'est envisagé. Le deuxième scénario, plus optimiste, repose sur l'hypothèse qu'une pression souterraine plus faible conduira à une répartition plus homogène de l'eau dans le système. À mesure que la cavité souterraine se stabilise, les nappes phréatiques pourraient progressivement se rééquilibrer. Cela offrirait une amélioration partielle des conditions de vie, notamment pour les communautés rurales. Le retour de l'eau dans les canaux d'irrigation pourrait relancer une partie de l'agriculture, bien que les rendements resteraient faibles, environ 60 à 70% de leur niveau normal. Ce scénario verrait également une amélioration progressive des infrastructures hydrauliques, avec la réouverture partielle des canaux et une gestion plus stable de l'eau. L'industrie légère pourrait retrouver une capacité de production normale, mais des restrictions continueront d'affecter les zones les plus vulnérables. Le troisième scénario, celui du pire cas, envisagerait une aggravation de la situation. Si la cavité souterraine continue de se développer, elle pourrait entraîner une baisse encore plus importante de la pression et un drainage plus profond du bassin. Les projections indiquent une perte cumulée de plus de 60% du volume d'eau disponible, ce qui entraînerait une crise sans précédent. Les infrastructures d'Oralis seraient poussées à leurs limites. Certaines zones deviendraient difficiles à desservir et les activités agricoles subiraient une contraction drastique. Les autorités devraient rediriger les circuits d'approvisionnement en ces moments, mais ces solutions temporaires risqueraient de ne pas suffire. Ce scénario soulignerait l'urgence de reconstruire les modèles hydrologiques et de renforcer la résilience face à de futures crises. Quel que soit le scénario, une constante demeure. La capacité d'Oralis à surmonter cette crise dépendra de la rapidité et de la coordination avec laquelle les autorités et les experts pourront adapter leur stratégie face à une situation en constante évolution. La crise de la rivière Lumina a profondément bouleversé les vies des habitants d'Oralis. Dans les zones urbaines, les citoyens, autrefois habitués à une disponibilité constante de l'eau, doivent désormais réinventer leur quotidien. Les enfants, qui jouaient autrefois près des berges, se retrouvent à jouer à des jeux qui ne nécessitent plus d'eau, adaptant leur comportement à un environnement plus sec et plus incertain. Les familles, face à des coupures d'eau régulières, organisent des horaires pour l'accès aux points de distribution, transformant ainsi chaque instant de leur journée en une quête pour une ressource devenue rare. Le stress est palpable dans les rues, mais aussi dans les maisons où les réservoirs d'eau deviennent des objets précieux, parfois partagés entre voisins dans un acte de solidarité forcé. Pour les communautés rurales, la crise a des répercussions encore plus directes. Les agriculteurs, déjà affectés par la sécheresse, voient leur rendement chuter de manière dramatique. Là où l'irrigation était essentielle à la survie des cultures, ces mêmes agriculteurs doivent désormais faire face à des sols stériles et des récoltes qui s'effondrent. Les femmes, en particulier, se retrouvent à faire des allers-retours entre les puits et leurs foyers, portant des seaux d'eau pour leur famille, souvent pendant des heures. Cette tâche, autrefois partagée et plus légère, est devenue un fardeau quotidien. Cependant, au milieu de cette adversité, un sentiment de communauté se renforce. Les gens se soutiennent, échangeant conseils et ressources pour survivre ensemble dans cette nouvelle réalité. Ce défi, bien que grave, a aussi ravivé une résilience inattendue parmi les habitants d'Oralis, qui continuent de lutter non seulement pour leur survie immédiate, mais aussi pour préserver un mode de vie qui, jusque-là, semblait inébranlable. Face à la crise de la rivière Lumina, une réponse coordonnée et méthodique est essentielle pour restaurer la stabilité à Oralis. La première étape de cette solution consiste à consolider les infrastructures existantes. Cela inclut la réparation des conduites défectueuses, la réactivation des réservoirs secondaires et la mise en place de dispositifs temporaires pour redistribuer l'eau entre les différentes zones. Les ingénieurs hydrologues ont déjà commencé à évaluer la faisabilité de créer des réservoirs souterrains pour compenser la perte des nappes phréatiques. Cette solution permettrait de limiter les impacts immédiats tout en cherchant à comprendre la dynamique souterraine responsable du déplacement de l'eau. La deuxième étape serait la mise en place d'un plan de surveillance accru, en particulier autour des zones de pression anormale détectées, telles que les montagnes d'Erad. Des capteurs supplémentaires seraient installés pour surveiller les mouvements d'eau, les eaux souterraines, et identifier d'éventuelles nouvelles cavités qui pourraient se former.
Une équipe interdisciplinaire d'experts géologues, hydrologues et ingénieurs en infrastructure serait chargée de cartographier les anomalies souterraines en temps réel afin de prévenir tout autre effondrement du système. Enfin, la troisième étape impliquerait la réhabilitation progressive de l'agriculture et des réseaux d'irrigation. Bien que la situation ne revienne pas à la normale immédiatement, il est crucial d'établir des circuits d'irrigation alternatifs qui ne dépendent pas uniquement de la rivière Lumina. Des solutions basées sur des techniques de gestion de l'eau de pluie, comme les réservoirs de collecte d'eau et l'irrigation goutte à goutte, seraient mises en place pour soutenir les agriculteurs et assurer une production alimentaire durable. Ces trois étapes, bien que ambitieuses, représentent un chemin vers la reconstruction de l'équilibre hydrologique et économique d'Oralis. Bien qu'un choc profond pour Oralis a également révélé une autre vérité, la résilience de ses habitants. Malgré la perte de cette ressource vitale, les gens se sont unis dans la lutte pour survivre, redéfinissant leur relation avec l'eau et avec leur territoire. Lioranems a observé, avec une pointe de nostalgie, que la vallée de Réthane, autrefois dominée par l'eau, était désormais un lieu où chaque geste quotidien, chaque action se chargeait de sens. La communauté, autrefois centrée sur la gestion des ressources abondantes, est désormais forcée de repenser ses priorités. La crise a, en quelque sorte, réorienté les regards. Au lieu de se concentrer sur la catastrophe, chacun se tourne vers la manière dont ils peuvent participer à la reconstruction, à la redéfinition du lien social. Les anciens rituels liés à l'eau sont remplacés par de nouvelles pratiques, celles de l'adaptation et de l'innovation. La rivière Lumina n'est plus là, mais le territoire qui l'a vu naître et prospérer reste le même. Et peut-être, à travers cette crise, les habitants d'Oralis apprendront-ils à vivre différemment, mais toujours ensemble. La crise de la rivière Lumina a bouleversé les fondations d'Oralis, mais elle offre aussi une occasion unique de repenser notre rapport à la nature et aux ressources. Ce n'est pas seulement un défi à surmonter, mais une invitation à réfléchir sur la manière dont nous pouvons agir collectivement pour éviter que de telles catastrophes ne se répètent. Chaque habitant d'Oralis, qu'il soit technicien, agriculteur ou citoyen, joue un rôle crucial dans cette reconstruction. La solidarité, l'innovation et la prudence doivent guider nos actions dans les mois à venir. La question qui se pose à nous est donc comment, ensemble, pouvons-nous bâtir un avenir plus résilient face aux incertitudes écologiques? Quelles initiatives pouvons-nous prendre dès aujourd'hui pour renforcer notre autonomie et notre préparation aux crises futures? Il est temps d'agir, mais aussi de réfléchir à ce que nous pouvons faire, chacun à notre échelle, pour reconstruire un Oralis plus fort et plus durable.